Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse. Et je suis ravie de vous retrouver ici au musée de la Marine pour ce point presse délocalisé. Je remercie vivement le commissaire général Vincent Campredon qui nous fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui à la veille de l'ouverture du musée. Au programme de ce point presse de ce jeudi, nous avons donc les agendas, un point sur les agendas, agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Nous ferons ensuite un point sur les actualités. Pour le focus thématique, nous avons le commissaire en chef de première classe, Jean-Emmanuel Perrin, chef du bureau de l'action de l'État en mer, de l'état-major opérationnel de la Marine nationale, qui nous présentera les actions de lutte contre le narcotrafic. Nous ferons ensuite un point sur les opérations militaires en cours avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Et enfin, le commissaire général Vincent Campredon, directeur du musée de la Marine, nous fera une brève présentation des travaux effectués de la collection. Et à l'issue, nous aurons l'opportunité de visiter ce lieu chargé d'histoire avant sa réouverture officielle, donc demain. Je passe donc maintenant à l'agenda de M. Sébastien Lecornu depuis mardi et jusqu'à demain. Le ministre des Armées est en déplacement au Proche et Moyen-Orient à la demande du président de la République. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la paix et la sécurité pour tous, lancée par le président de la République, qui comporte 3 volets: sécuritaire, humanitaire et politique. Il permettra ainsi d'approfondir les échanges entre les autorités françaises et les dirigeants des pays de la région. Il vise à répondre à un double objectif: trouver les moyens avec nos partenaires d'éviter l'escalade et empêcher une extension régionale du conflit israélo-palestinien. Dans le détail, hier, le ministre était en Égypte le matin et il s'est ensuite rendu en Arabie Saoudite et actuellement, il est aux Émirats Arabes Unis. Cet après-midi, il se rendra au Qatar. Enfin, il terminera son déplacement demain en Israël. Pour clore l'agenda du ministre, je vous annonce également la mise à jour de la stratégie de défense en Indo-Pacifique de la France. Cette actualisation prend en considération les évolutions géostratégiques récentes en Indo-Pacifique et au-delà, et les menaces qui se recomposent ou émergent en conséquence. La préservation de la stabilité stratégique et la primauté du droit international sont les objectifs poursuivis par la France, puissance de l'Indo-Pacifique avec près de 2 millions de citoyens répartis dans nos départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer. La conservation de notre autonomie stratégique et notre liberté d'action dans les espaces communs dans cette zone immense et fragmentée constituent nos principaux intérêts de sécurité. Cela passe notamment par une posture de défense visant à assurer la résilience et la sécurité des flux. Tout le spectre des fonctions édictées dans la Revue nationale stratégique est concerné, ainsi que leur déclinaison en réalité opérationnelle à travers les forces prépositionnées. Et la conservation de dispositifs souverains et de moyens permettant d'agir sur de grandes élongations. Les défis majeurs qui sont posés dans l'Indo-Pacifique ne peuvent être surmontés que par la voie de la coopération, la consolidation des partenariats et la défense du multilatéralisme. La stratégie décline dans la région la notion d'autonomie stratégique édictée par le président de la République. Il s'agit de fournir, à travers des partenariats, une offre globale permettant aux États de la région de contribuer directement à la stabilité régionale, à la préservation des règles et de promouvoir des initiatives collectives de sécurité. Les déplacements du ministre des Armées début décembre illustreront l'importance de ces thématiques, avec notamment l'accueil par la France à Nouméa en Nouvelle-Calédonie de l'édition 2023 du South Pacific Defense Ministers Meeting. Ce sommet annuel se tiendra du 4 au 7 décembre avec les ministres de la Défense, avec les ministres de la Défense du Pacifique Sud regroupant 7 États membres, l'Australie, le Chili, la France, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji et Tonga, et 3
observateurs qui sont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Je passe donc à l'agenda de Mme Patricia Mirallès. Ce lundi, la secrétaire d'État a assisté à une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, aux côtés de la Première ministre. Elle s'est ensuite rendue à une remise de chèques au profit du Bleuet de France, issu d'une levée de fonds menée par des collégiens. Hier, elle s'est entretenue avec Mme Florence Landroy, présidente de l'Association nationale de femmes de militaires. Aujourd'hui, Patricia Mirallès est en déplacement dans le Calvados à l'occasion de la 5e édition des rencontres nationales du tourisme de mémoire qui se tiennent à Caen les 16 et 17 novembre. Cet événement national est co-organisé par le ministère des Armées et par la région Normandie. Il s'agit d'un moment privilégié durant lequel les élus et les professionnels peuvent partager leurs expériences afin d'améliorer la mise en valeur touristique des sites de mémoire auprès du public et de la jeunesse. Mardi prochain, la secrétaire d'État se rendra au Salon des maires et des collectivités locales qui se tiendra à la porte de Versailles du 21 au 23 novembre. Elle inaugurera le stand du ministère des Armées, qui est un acteur clé de la vie des territoires, notamment avec les délégués militaires départementaux et les correspondants de défense. L'espace dédié sera animé par des responsables du ministère à travers plusieurs conférences autour de la loi de programmation militaire, les investissements du ministère dans les territoires, la cohésion nationale, une ambition commune pour les armées et territoires, le dispositif au sport jeunes citoyens à la veille des Jeux olympiques et paralympiques. Une vingtaine de conférences seront ainsi proposées aux élus pendant plusieurs jours sur l'ensemble des sujets susceptibles de les intéresser en lien aux questions économiques, sociales et sécuritaires, et avec des témoignages pour illustrer en fait l'expérience locale et les partenariats en cours. Je passe aux actualités du ministère et je reviens brièvement sur les cérémonies du 11 novembre qui se sont déroulées samedi. D'abord avec le challenge Foch-Renarche. Je l'avais évoqué la semaine dernière, samedi 11 novembre, le rugby club de l'armée de terre et celui de la marine nationale se sont affrontés pour une rencontre au profit des blessés. L'équipe féminine de la marine s'est imposée face à l'armée de terre, 27 à 22, et les équipes masculines n'ont quant à elles pas réussi à se départager avec un score 22 à 22. Plus de 4000 personnes se sont rendues au stade Jean Bouin pour soutenir les équipes des deux armées. Et toujours dans le cadre des commémorations, les plus jeunes ont également été sensibilisés aux enjeux de mémoire. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les enfants des personnels du service de santé des armées se sont mobilisés pour rendre hommage aux militaires morts pour la France. Ils ont dessiné des bleuets qui doivent apparaître à l'écran. Des bleuets de France accompagnés de messages de soutien. Cette approche pédagogique permet d'impliquer dès le plus jeune âge les grandes dates qui ont marqué notre histoire. Concernant l'Office national des combattants et des victimes de guerre, qui vous a été présenté la semaine dernière, hier matin, Madame Marie-Christine Verdier-Jouclas a été nommée en Conseil des ministres directrice générale de l'ONAC-VG. Elle succède à Madame Véronique Possel de Lélis. Les trois principaux chantiers qui lui sont confiés par le ministre des Armées et la secrétaire d'État sont 1. Tirer toutes les conséquences de la mise en œuvre du plan blessé. 2. Développer une politique ambitieuse de reconnaissance et de réparation à la source pour le monde combattant. Et enfin, mieux inscrire la gestion et la valorisation des lieux de mémoire confiés à l'ONAC dans les dynamiques mémorielles locales. Je continue les actualités avec une date anniversaire. Vendredi prochain, le 24 novembre, se tiendra une cérémonie en l'honneur des 80 ans de l'école de l'aviation de chasse. À cette occasion, une cérémonie présidée par le général de corps aérien Louis Pénaz, inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace, aura lieu exceptionnellement à l'école militaire de Paris à partir de 15h30. Traditionnellement appelée macaronnage, la cérémonie de remise des brevets de pilote de chasse marque la fin d'une formation longue, difficile et particulièrement rigoureuse.
Le 24 novembre prochain, 6 brevets de pilotes de chasse et 4 brevets de navigateurs officiers systèmes d'armes seront remis aux aviateurs par leurs parrains. Et cela symbolise ainsi leur entrée officielle dans la communauté des équipages de combat. 4 pilotes de drones Reaper seront également macaronnés lors de cette cérémonie. Depuis sa création, cette école a formé plus de 5000 pilotes de chasse et 300 navigateurs de combat au service de la France. Et elle continue aujourd'hui de former les futures générations d'équipages au combat de demain. Elle opère actuellement une flotte de 26 avions Pilatus PC-21, avions de formation de dernière génération des équipages de chasse. J'invite les médias qui souhaitent y assister de se rapprocher du CIRPA Air et Espace. Je poursuis avec un événement majeur pour l'innovation. À partir de jeudi prochain jusqu'au 25 novembre, le Forum Innovation Défense se tiendra au Parc des Expositions à la porte de Versailles. Je le rappelle, les innovations sont au cœur de notre stratégie de défense nationale. Et dans un monde en perpétuelle mutation marqué par des innovations, des ruptures technologiques et les menaces qui en découlent, les armées ont un véritable devoir d'anticipation. Le Forum Innovation Défense contribuera à cette dynamique de réflexion autour des nouveaux enjeux de conflictualité, avec plus d'une centaine de projets d'innovation qui seront présentés, des conférences et des tables rondes organisées pour échanger sur les grands enjeux d'innovation défense, tels que l'intelligence artificielle, le design numérique, le new space, ou encore le quantique. Et le forum proposera également une zone d'expérience avec des escape games, du wargaming ou encore du e-sport. Par ailleurs, la journée du 25 novembre sera ouverte au public et sera dédiée au métier de la défense et au recrutement afin d'échanger avec les experts civils et militaires. Les journalistes qui souhaitent assister au Forum Innovation Défense peuvent se rapprocher du centre média. Je continue désormais avec une autre nouveauté. Hier s'est tenue la cérémonie d'inauguration du premier stage d'état-major officier au profit des partenaires africains. Ce stage, qui se déroule le 13 novembre et jusqu'au 15 décembre aux écoles militaires de Draguignan, accueille près de 30 stagiaires officiers provenant de 12 pays africains ainsi que 8 officiers français. Parmi les professeurs, 2 sont des officiers supérieurs africains de République de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Durant 5 semaines, ces stagiaires auront une formation d'état-major. Elle concrétise l'élargissement de l'offre de l'armée de terre à ses partenaires africains, symbole du renforcement des liens entre nos armées. Je poursuis avec plusieurs actualités qui concernent des exercices de préparation opérationnelle. Pour rappel, ces exercices garantissent, par une mise en situation réaliste, l'efficacité, la rapidité, l'agilité et la robustesse de nos forces armées. D'abord avec le Rotary Wing Mission Commander Course 2023, du 13 au 24 novembre, la base aérienne 126 de Vantiseri-Solenzara a accueilli cet exercice. L'objectif est de préparer les personnels à la qualification de chef de mission, et cette qualification est la plus haute pour un pilote d'hélicoptère militaire. Durant ces 10 jours, cet exercice confronte les pilotes chevronnés des escadrons d'hélicoptères Caracal, Puma et Fennec à plusieurs phases d'apprentissage. Il s'appuie sur des scénarios réalistes et permet d'évaluer l'aptitude d'un pilote à concevoir et commander un dispositif composé d'appareils et de forces commando en l'air. Il revêt également un caractère interarmé avec la participation de l'hélicoptère Panthère de la Marine nationale. Je continue avec un exercice majeur annuel de l'armée de terre, organisé par le 93e régiment d'artillerie de montagne. L'exercice CERS 2023 se déroulera du 20 au 30 novembre dans le massif des Cers, à Valois en Savoie, à plus de 2000 mètres d'altitude. Il réunira près de 800 soldats issus de toutes les formations de la 27e brigade d'infanterie de montagne et de ses unités de soutien. Ils stationneront et combattront de jour comme de nuit en haute montagne et ils progresseront sur des sentiers escarpés et appréhenderont le terrain et ses reliefs. Des séquences de combat auront lieu chaque jour dans un cadre tactique cloisonné et particulièrement difficile d'accès.
Les artilleurs de montagne du 93e RAM s'entraîneront également aux côtés de leurs homologues italiens lors d'un tir conjoint et cela permettra de renforcer l'interopérabilité avec nos alliés. Par ailleurs, du 20 au 24 novembre se tiendra l'exercice semestriel BASEX, ayant pour objectif principal d'améliorer le niveau de réactivité et de résilience des emprises de l'armée de l'air et de l'espace. Cet entraînement, qui se déroulera notamment sur le site de Balard, permet de faire face à toute situation de nature à compromettre la réalisation des missions opérationnelles. La nature de BASEX rappelle aux aviateurs que la protection des emprises n'incombe pas uniquement aux spécialistes tels que les escadrons de protection, mais qu'elle concerne l'ensemble des personnels qui composent le ministère. Je vais maintenant passer au focus thématique consacré cette semaine à la lutte contre le narcotrafic. Comme vous le savez, les missions premières du ministère des Armées sont d'assurer la protection de nos ressortissants à l'étranger, de défendre nos intérêts stratégiques et ceux de nos partenaires et alliés, et d'exercer nos responsabilités internationales. Avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, la France possède la deuxième zone économique exclusive derrière les États-Unis, et aujourd'hui les espaces maritimes sont de plus en plus contestés. Aussi, nos armées, et la marine en premier lieu, se doivent de les protéger. Elles participent à la préservation de nos intérêts stratégiques dans ces zones et contribuent à la sécurisation des routes maritimes. Par exemple, dans le cadre de sa mission de protection, la marine engage ses moyens hauturiers dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et la piraterie. Déployés depuis les ports de métropole ou d'outre-mer, ces moyens permettent des interceptions en haute mer. Chaque année, plusieurs dizaines de tonnes de stupéfiants sont saisies par la Marine nationale. En 2023, près de 20 tonnes ont été interceptées, ce qui représente 407 millions d'euros ôtés aux flux criminels et terroristes. Je vais maintenant céder la parole au commissaire en chef de première classe, Jean-Emmanuel Perrin, qui va vous expliquer plus en détail les moyens d'action de la Marine pour assurer la lutte contre le trafic de stupéfiants. Monsieur le commissaire, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a une petite vidéo pour commencer à introduire ce propos. Le bateau sur les 3 EDO. Un personnel sur les bras levés, sur l'arrière. Montée de l'équipe de visite à bord. Et plage arrière en train d'effectuer des palpations, fond sécurisé, Charlie en passerelle, nombreux sacs dans toutes les cales. Test concluant, cocaïne. Bien, après ces petites images d'introduction, je vais m'efforcer de vous présenter un peu le positionnement, le rôle de la Marine nationale dans le domaine de la lutte contre les trafics illicites de stupéfiants, en commençant par vous dire que la Marine nationale s'inscrit dans un dispositif qui est international et interministériel, tout d'abord. Alors, international, pourquoi ? D'abord parce que la France s'inscrit dans une logique de coopération internationale avec de nombreux acteurs, qu'ils soient européens ou qu'ils soient américains, Amérique du Nord ou Amérique latine, ce qui correspond d'ailleurs à la provenance des flux, par exemple, de cocaïne pour l'Amérique. Et plus particulièrement, il existe un certain nombre d'agences
la JATF South aux États-Unis, qui rassemble plus d'une quinzaine de pays environ, de l'arc américain, nord et sud. Et au sein de cette agence de la JATF, la France met en place des officiers de liaison, un officier de marine en particulier. Et elle le fait aussi, par exemple, avec l'agence qui se trouve à Lisbonne, le MAOC-N, qui est un centre d'analyse opérationnelle d'analyse maritime dédié spécifiquement aux stupéfiants et qui rassemble plusieurs pays européens et au sein de laquelle se trouve aussi un officier de liaison, un officier de marine français, ainsi qu'un représentant de l'administration des douanes français. Donc cette logique internationale, elle est essentielle parce qu'elle permet de partager des informations sur les origines des flux et les vecteurs qui les utilisent pour se diriger vers l'Europe. Et ce dispositif, il est aussi international du point de vue de la Marine nationale par le fait que la Marine intervient sur toutes les mers du monde. Elle le fait en océan Atlantique. Je vous donnerai des exemples qui illustrent ce propos. Elle le fait aussi en océan Indien, elle le fait dans la mer des Caraïbes, elle peut ponctuellement le faire aussi en océan Pacifique. C'est la particularité de la Marine nationale, justement, de pouvoir intervenir très au large, je reviendrai sur ce point. Donc cette lutte contre les trafics illicites de stupéfiants à destination de nos pays, elle est mondiale et s'inscrit sur toutes les mers du globe. C'est un point, ce dispositif, il est également interministériel et c'est un point important. La Marine nationale, elle inscrit son action dans un dispositif qui est interministériel, sous l'autorité de la Première ministre pour les actions qui relèvent de l'action de l'État en mer. Et la Marine inscrit aussi son action dans une collaboration et une coopération très étroite avec tous les acteurs impliqués dans cette lutte contre ces trafics illicites de stupéfiants. Je vais en citer quelques-uns. Au premier chef, bien évidemment, le ministère de la Justice, les procureurs de la République dans les juridictions interrégionales spécialisées pour le narcotrafic, par exemple, mais aussi l'administration des douanes, avec qui nous coopérons bien évidemment beaucoup, que ce soit au titre des moyens que la douane met en œuvre en mer, mais aussi au titre de la collecte du renseignement, c'est un point important. Et la Marine s'inscrit dans une logique, est une administration qui concourt à l'action de l'État en mer, sous l'autorité de la Première ministre, avec comme pivot de la mise en œuvre de ces moyens, en métropole, les préfets maritimes, donc, que vous connaissez bien, et outre-mer, les préfets délégués du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Donc ce dispositif, il est international, il est interministériel. Alors qu'est-ce qui caractérise la Marine nationale dans cette lutte contre le trafic illicite du stupéfiant? Qu'est-ce qui fait sa spécificité par rapport à d'autres acteurs? C'est d'abord le fait que la Marine, elle est par définition hauturière, la Marine nationale, elle est capable d'intervenir en mer, loin et longtemps. Ce qui veut dire que nous sommes en capacité d'intervenir en haute mer, donc dans le respect des conventions internationales. Il y a un cadre juridique qui est connu, qui est celui de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. C'est aussi la Convention de Vienne de 88 qui autorise justement la coopération, qui organise la coopération entre États. Vous savez qu'en mer, c'est la loi du pavillon qui prévaut, donc il faut demander l'autorisation de l'État du pavillon lorsqu'il est connu pour pouvoir intervenir à bord. C'est ce que fait la Marine nationale. Elle le fait en haute mer, donc en haute mer, ça peut être très très loin des côtes. Et elle est donc capable, comme vous l'avez vu sur les images qui vous ont été présentées, d'intervenir au milieu de l'Atlantique pour intercepter des vecteurs qui ont pu être identifiés sur la base des informations qui lui ont été communiquées. Ça, c'est un point important, donc c'est ce qui fait vraiment sa spécificité, sa capacité d'intervenir loin et longtemps. C'est un dispositif aussi qui est complet, c'est important de le signaler. Donc la Marine nationale profite des informations qui lui sont données pour pouvoir identifier les vecteurs d'intérêt. Donc ça revient parfois à rechercher une aiguille dans une botte de foin, mais les actions sont ciblées sur la base des renseignements qui sont obtenus par les agences dont je vous ai parlé précédemment, mais aussi par les services, d'autres services français. Je vous ai cité l'administration des douanes. Partant de là, de cette information sur l'existence d'un vecteur qui est soupçonné de se livrer à une activité illicite, eh bien, on va pouvoir mettre en place un dispositif, après consultation interministérielle, un dispositif opérationnel qui va pouvoir intervenir sur ce vecteur, comme vous l'avez vu,
pour pouvoir procéder à une enquête de pavillon dans un premier temps, la recherche de l'autorisation de l'état du pavillon pour mener des fouilles à bord et ensuite mener ces fouilles. Et une fois que ces fouilles sont menées, coordonner la suite de l'action avec les autorités judiciaires françaises pour savoir globalement si on va procéder à une judiciarisation. Donc c'est le procureur de la République en particulier qui fera l'analyse de son souhait de poursuivre ou non les cas que nous lui adressons, selon que des intérêts français sont engagés ou non. Donc ce dispositif, de ce point de vue, il est complet. On part d'une information qui nous est livrée et on procède justement jusqu'à la judiciarisation du cas ou au traitement en fait des quantités de drogue qui sont saisies. Le dispositif de la Marine nationale, il est aussi performant en ce sens que nous avons cette capacité à pouvoir agir du bas au haut du spectre en matière d'emploi de la force dans le cadre des dispositions légales qui nous sont données. Donc nous sommes en capacité aussi de traiter des situations, des équipages récalcitrants ou qui refuseraient de se plier à une intervention de la Marine nationale. C'est la capacité que nous avons de mettre en œuvre des moyens génériques ou spécialisés. Donc dans les moyens génériques, vous l'avez vu là sur la vidéo qui vous a été présentée, vous avez un exemple d'une équipe de visite qui est constituée de personnel de la Marine nationale. Il peut s'agir de personnel de toute spécialité qui est spécifiquement entraîné pour mener ce genre d'équipe de visite. Mais ça peut être aussi, dans certains cas, lorsque la situation le justifie, des commandos marines qui ont un entraînement et qui sont capables de délivrer un effet pour pouvoir amener le vecteur et l'équipage à coopérer pour pouvoir mener une visite à bord de ce bateau-là. Il est performant aussi parce que les autres dispositifs, nous sommes capables d'intercepter et de neutraliser un vecteur dans les situations les plus complexes. Donc ça veut dire, dans le jargon que nous utilisons, on parle de slow mover ou de go fast. Donc on peut intervenir aussi bien sur un voilier, on peut intervenir sur un cargo, on peut intervenir aussi sur une embarcation rapide qui peut filer à plus de 40 nœuds. La Marine nationale met en œuvre des savoir-faire uniques pour pouvoir intercepter justement ces vecteurs rapides, pour pouvoir justement permettre que ces bateaux-là soient stoppés et fouillés. C'est quelque chose qui est unique, en tout cas en termes de maîtrise des savoir-faire militaires qui sont mis en œuvre par la Marine nationale. Donc de ce point de vue, on peut qualifier que le dispositif de la Marine nationale comme étant très performant, capable d'adresser un large type de vecteurs, qu'ils soient lents, rapides, gros ou petits. Il est important aussi de signaler que ce dispositif, il est dual, et c'est ce qui caractérise aussi son efficience. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu sur cette vidéo-là, la Marine nationale ne déploie pas spécifiquement un porte-hélicoptère d'assaut pour pouvoir mener une opération d'interception. La réalité, c'est que ces moyens de la Marine nationale, qui sont des moyens hauturiers, sont le plus souvent, ou la plupart du temps, engagés déjà dans des opérations militaires, donc opération Atalanta, donc ça c'est en océan Indien, opération Corymbe au large du golfe de Guinée, alors avec une particularité, ce sont des opérations Caribou-Royal dans l'arc antillais, mais la Marine nationale conduit des opérations en mer, des opérations militaires, et parce que son organisation est profondément duale, elle est capable de mener au claquement de doigts une opération relevant de l'action de l'État en mer à partir des moyens qui sont déjà présents en mer. C'est en cela que le dispositif est efficient. Il n'y a pas de surconsommation des moyens. Ces moyens sont déjà présents à la mer et ils sont réorientés pour pouvoir être utilisés pour mener une interception. Il est aussi efficient par le fait qu'on va essayer de distraire le moins longtemps possible un moyen en mer pour pouvoir conserver la disponibilité opérationnelle avec la mise en œuvre, par exemple, d'un dispositif de dissociation qui permet effectivement, avec l'accord, bien évidemment, des autorités judiciaires, de procéder à la destruction des produits illicites de stupéfiants dès l'instant où le procureur estime que les intérêts français ne sont pas directement engagés, parce que le pavillon n'est pas français, parce que l'équipage n'est pas français, ou qu'il n'y a pas des intérêts français identifiés dans le renseignement qui nous a été communiqué. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Pour poursuivre mon propos, j'aimerais simplement l'illustrer au travers de quelques exemples très concrets pour vous faire toucher du doigt l'actualité qui est la nôtre. Vous avez devant vous le bilan qui s'affiche. On voit qu'on est sur une tendance haussière ou très forte.
Depuis 2016, on est sur une croissance très forte, avec une année record d'interception de produits narcotrafiques en 2021 avec plus de 44 tonnes interceptées, tous produits confondus, je reviendrai là-dessus. 2023 s'annonce comme une année avec un niveau élevé aussi d'interception. Comme il a été dit précédemment, on est presque à 20 tonnes au total de produits interceptés. Et ces produits sont de nature très diverse. C'est de la cocaïne, essentiellement en provenance d'Amérique. C'est de l'héroïne et de la méthamphétamine en océan Indien. Et on sait que ces flux-là arrivent par voie maritime, remontent vers l'Europe ensuite, où on les retrouve sur le marché européen. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les produits que nous interceptons en mer sont des produits en général, et c'est le cas pour la cocaïne, très purs. Donc la cocaïne que nous interceptons, c'est une cocaïne qui est en général pure à 90%. Vous savez qu'elle arrive sur le marché, elle est coupée donc elle représente en fait, une fois qu'elle est arrivée sur le marché européen, 10 fois la quantité de ce qui est intercepté en mer. Donc c'est ce qui rend en particulier l'intérêt des actions qui sont menées par la marine, c'est justement le tort que l'on cause aux organisations criminelles par le fait que ce sont des produits extrêmement purs et peu raffinés qui sont interceptés et qui créent un dommage financier important. Ça a été indiqué, plusieurs centaines de millions d'euros de dommages pour ces organisations criminelles. Quoi qu'il en soit, on constate cette tendance haussière. Elle se confirme en 2023, après des années records en 2021 et 2022. Quelques exemples d'opérations qui ont été menées par la Marine nationale, donc sur différentes zones maritimes. Donc je vais commencer par la zone maritime Océan Indien et vous parler de la mission française Jeanne d'Arc, une mission de formation des officiers élèves qui, le 2 mars 2023, a été engagée dans une opération de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, alors qu'elle était engagée au sein de la force navale européenne Atalanta, et qui, au résultat, a permis de saisir un total d'un peu plus d'une tonne de différents produits stupéfiants, avec la frégate qui l'accompagnait, qui a procédé à l'interception de 573 kg de résine de cannabis, 305 kg d'héroïne, 200 kg de méthamphétamine. Voilà, donc une saisie très importante. Donc un groupe présent à la mer pour la formation des officiers de marine, mais qui, dans le cadre de son emploi au titre d'Atalanta, conduit une opération typique d'intervention, d'interception d'un trafic illicite de stupéfiants. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait au sein d'Atalanta. L'opération Atalanta, comme vous le savez, s'est dotée d'une capacité d'intervention au titre des trafics illicites de stupéfiants. Cette opération avait été créée en 2009 au titre de la lutte contre la piraterie maritime en océan Indien. Au total, un dommage d'environ 26 millions d'euros causé sur cette seule opération. Autre exemple, 26 mai 2023, une autre frégate légère furtive intervient, toujours dans le cadre de l'opération Atalanta, sur la tristement célèbre Hashish Highway en océan Indien et intercepte 2 tonnes de cannabis, causant par le même fait un dommage de l'ordre de 18 millions d'euros par rapport au coût estimé du gramme de cannabis sur le marché européen. Changeons de théâtre, aux Antilles maintenant, le 22 octobre 2023, plus proche de nous, sur la base d'un renseignement de la Direction nationale du renseignement des enquêtes douanières, je l'ai mentionné tout à l'heure, eh bien, on a un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer de la Marine nationale qui est intervenu sur un caboteur qui battait le pavillon de la Jamaïque en haute mer au sud-ouest de la Martinique. Donc là, c'est une illustration justement de l'autorisation qui est demandée à l'État du pavillon, la Jamaïque, d'intervenir à bord. Une fois que nous obtenons l'autorisation d'intervenir pour pouvoir procéder à des fouilles sur la base des soupçons que nous avons élaborés, nous procédons à la visite de ce bateau et l'équipe de visite découvre 18 ballots à bord contenant au total 480 kg de cocaïne, ce qui représente un dommage pour les organisations criminelles de l'ordre de 36 millions d'euros. Dans le cas particulier, la coordination s'est faite étroitement avec la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais elle joue un rôle absolument crucial. C'est l'office anti-stupéfiant du ministère de l'Intérieur, donc avec une antenne aux Caraïbes. Et d'ailleurs, au sein de cette antenne, on a également un officier de liaison, un officier de marine qui y est inséré.
Donc, exemple de judiciarisation complète du dispositif avec remise de l'équipage du navire et de la cocaïne aux autorités judiciaires au retour à quai du BSAOM avec sa prise. Autre exemple, cette fois-ci dans le sud de l'océan Indien, donc autre zone maritime, avec le préfet délégué du gouvernement pour l'action d'État en mer, qui est le préfet de la Réunion, et un autre BSAOM, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, qui procède à l'interception d'un boutre suspecté de se livrer à un trafic de stupéfiants dans le canal du Mozambique, avec lui une particularité, c'est le fait qu'il ne battait pas de pavillon. Donc ça nous épargne la peine de demander l'autorisation de l'état du pavillon. On commence par une enquête de pavillon, on s'assure que le navire est bien sans nationalité, et partant de là, on poursuit l'enquête la visite. Tout ceci se soldant par la découverte de 596 kilos de méthamphétamine, qui représente en fait un dommage pour les organisations criminelles de l'ordre de 24 millions d'euros. Enfin, de manière emblématique, et ça rejoindra la vidéo qui vous a été présentée, même si c'était celle d'une autre opération, très récemment, le 4 novembre, le porte-hélicoptère amphibie déployé dans le cadre de l'opération Corymbe a procédé à la saisie de 885 kg de cocaïne. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un dispositif international, interministériel, et je devrais ajouter aussi interarmé, puisque le PHA engageait un certain nombre de moyens de l'armée de terre, donc 2 hélicoptères Gazelle qui ont participé justement à la sécurisation de l'interception de ce navire qui était effectivement suspecté sur la base d'éléments d'information qui nous ont été communiqués par le MAOCEN. Donc l'opération a été menée en relation étroite avec l'OFAST, que je vous ai mentionné précédemment, et tout ceci a abouti à l'interception de 885 kg de cocaïne pour un dommage causé aux organisations criminelles à hauteur de 66 millions d'euros. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'action de la Marine nationale. Vous voyez que nous sommes toujours très engagés dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, des trafics qui s'établissent toujours à des niveaux très hauts en 2023. Le bilan qui vous a été donné s'est arrêté au 1er novembre. Il faudra probablement le réactualiser d'ici la fin de cette année. Voilà, j'en ai terminé. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Oui, bonjour, Pierre-Julien, journaliste indépendant. J'ai 2 questions en fait à vous poser. Une première, tout à l'heure vous nous dites que vous avez la possibilité d'intercepter des bateaux, alors évidemment avec le renseignement comme quoi certainement ils sont douteux, suspects. Que faites-vous de l'équipage au niveau du contrôle de sa nationalité par exemple? Bon, pour le bateau battant pavillon jamaïcain, l'équipage a été ramené à quai, hein, c'est ça, et oui, intercepté. C'est pareil pour un bateau qui n'a pas de pavillon attitré. Alors 2 cas de figure. Donc là, ça se fait en relation étroite avec l'autorité judiciaire. Comme je vous l'ai indiqué, si le procureur de la République nous dit qu'il n'identifie pas d'intérêt français et ne souhaite pas poursuivre judiciairement en fait la procédure, nous mettons en œuvre un dispositif de dissociation, donc qui a été intégré en fait à partir de 2016 dans la loi française et qui permet notamment, lorsque nous menons des interceptions très très loin de la côte ou au milieu de l'océan en particulier, de procéder à la destruction des produits illicites et ensuite à la remise en liberté de l'équipage et du navire. Ce qui ne nous empêche pas d'en informer l'autorité de l'état du pavillon, bien évidemment. Donc nous renvoyons ces informations-là à l'état du pavillon, à charge pour lui d'apprécier s'il souhaitera pour mener des poursuites judiciaires à l'arrivée à quai de ce navire-là. Et à charge pour vous aussi d'essayer de déterminer la nationalité de ces marins, quoi. C'est tout l'objet de l'enquête de pavillon. Lorsque nous montons à bord, nous procédons effectivement à l'examen des titres du bord, mais aussi l'examen de l'origine de l'équipage. Mais ce qui prévaut, il faut le comprendre, c'est la loi de l'état du pavillon. C'est ce que nous dit le droit international, donc c'est celle qui prévaut en la matière. Et alors la deuxième question, d'ailleurs, que mes confrères et consoeurs aussi s'apprêtaient à vous poser, c'est... Vous nous dites, vous détruisez une partie donc des produits interceptés en haute mer, c'est cela, et le reste,
Si vous le ramenez à quai, il est détruit dans des endroits, dans des locaux spécialisés, ou éventuellement ramené en métropole pour, je ne sais pas, pour servir à autre chose. Oui, en général, c'est à l'autorité judiciaire de définir les conditions de destruction de ces produits stupéfiants. Donc, je ne veux pas parler pour eux, mais pour donner un cas qui est connu, c'est aux Antilles, dès l'instant où les produits sont remis aux autorités judiciaires, l'organisation de la destruction se fait en général par destruction par brûlage ou par incinération. Donc effectivement, c'est la pratique qui est retenue aux Antilles. Mais ça, c'est une responsabilité qui échappe à la Marine nationale à ce moment-là. Oui, bonjour, Franck-Alexandre Darrifi. Bien sûr, ça échappe à la marine, mais juste une précision, est-ce que une partie des produits peut être utilisée pour autre chose? Parce que c'est de la chimie, je ne sais pas, pour des médicaments, je ne sais pas, la cocaïne peut être... est-ce que ça... C'est une question qu'il faudra poser à l'industrie pharmaceutique. Pour ma part, pour ce qui concerne la Marine nationale, vous avez bien compris quels étaient les deux modes d'action, celui de la dissociation et de la destruction, ou celui de la remise aux autorités judiciaires. Je ne peux pas m'engager sur le traitement des produits une fois qu'ils ont été remis. Une question toute bête, est-ce que éventuellement les bateaux, les bâtiments de la Marine nationale font un petit peu comme parfois, je ne vais pas dire, ils notent les trophées, c'est-à-dire on a intercepté tant, voilà, est-ce qu'il y a une sorte de classement, je ne sais pas, il y a le premier maître l'air par exemple, et autres, Ventose et autres, est-ce que ce sont une série de championship de l'interception de cocaïne et autres? Non, je n'ai pas connaissance de l'existence d'un championnat de capture de produits illicites de stupéfiants. Au-delà de la boutade, je pense que ce n'est pas un sujet forcément qui doit nous réjouir particulièrement, parce que sur le fond, plus on intercepte, cela veut dire aussi que plus de produits stupéfiants circulent. Donc il n'y a pas de compétition entre navires au sein de la Marine nationale. Il faut bien comprendre que c'est en opportunité sur la base des éléments qui nous sont donnés. Donc tout bâtiment de la Marine nationale peut être amené à un moment donné à intervenir sans forcément qu'il devienne un champion de la capture de produits illicites. Qu'il y a une hausse, il y a une tendance haussière parce que il y a une demande, il y a plus de trafiquants, ça je comprends bien. Est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que aussi les vecteurs sont plus performants? Est-ce que le niveau de violence est aussi plus élevé? Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments d'appréciation en fait? Les éléments qu'on constate, c'est les saisies que nous faisons en mer. Donc je ne peux pas me prononcer sur l'organisation du trafic de stupéfiants inter, mais une conjecture, c'est que la crise du Covid, qui a eu pour effet de suspendre en fait le trafic aérien globalement au niveau mondial et de refermer les frontières terrestres, eh bien probablement encouragé un certain nombre d'organisations criminelles à augmenter leur transit de produits stupéfiants par voie de mer. C'est une supposition, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Donc le niveau de violence, il est le même que celui qu'on a pu constater au cours des dernières années. Ce qui est important de retenir, c'est que la Marine nationale, dans les modes d'action qu'elle met en œuvre, est capable d'adresser ce type de niveau de violence, et c'est aussi ce qui fait sa particularité. Une dernière pour la route, comme on dit. Est-ce que vous avez noté justement au niveau du matériel, tout à l'heure vous parliez des GoFast, est-ce que vous avez pu constater une amélioration dans la technique de transport de ces produits illicites? Alors on voit, il y a un peu de tout, mais est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que vous avez intercepté, je ne sais pas moi, peut-être des mini-sous-marins et autres, puisqu'on l'a vu dans certaines actualités? Non, la Marine nationale n'a pas intercepté de mini-sous-marins. On sait que ça existe, puisqu'il y a déjà des interceptions qui ont été faites par d'autres pays, dans d'autres endroits. Donc oui, c'est une réalité. Nous n'avons pas été confrontés à l'interception d'un semi-submersible ou d'un submersible transportant des produits de stupéfiants. Ceci dit, l'imagination des organisations criminelles de ce point de vue est sans limite. Donc il n'est pas impossible que dans les mois ou années à venir, on soit confronté à ce type de saisie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Nous allons maintenant donner la parole au colonel Pierre Godillère qui va faire un point sur les opérations militaires en cours. Merci madame la directrice, bonjour. Et on va commencer par un film qui revient sur la manœuvre Notos que nous avons évoquée la semaine dernière, qui concerne notre opération de relève logistique multimodale pour les détachements Aigle en Roumanie, et donc qui vient s'inscrire dans la mobilité des pays alliés de l'OTAN.
revient sur le flanc est. Encore une. Voilà. Au nord de ce flanc est, pour la mission Lynx, le 9 novembre, sur l'île de Saaremaa, les soldats français du Battle Group ont développé leur interopérabilité avec leurs alliés britanniques, américains et estoniens. En lien avec l'exercice interallié Neptune Strike, le détachement français a participé à l'exercice Lightning Flash avec des avions de combat britanniques et des JTAC, dont des Joint Terminal Attack Controller, des contrôleurs avancés formés à l'appui aérien pour travailler l'appui feu air-sol au-dessus de la mer Baltique. Alors air-sol au-dessus de la mer Baltique, je rappelle qu'en fait l'exercice se déroulait sur une île. Voilà pourquoi. Cet exercice a confirmé la capacité des différentes nations présentes à œuvrer ensemble pour assurer la sécurité du flanc nord et est de l'Alliance. On revient en Roumanie, avec le bataillon multinational dont la France est nation cadre, composé d'unités belges, luxembourgeoises et françaises évidemment, qui a réalisé son premier entraînement interallié Green Scorpion, avec des fantassins français, belges, qui ont accueilli leurs homologues roumains et polonais pour une session de manœuvre et de tir sur le camp de Cinku. Celui-ci a permis aux unités romaines et polonaises de travailler là aussi leur interopérabilité avec les unités belges et puis les unités françaises. De plus, les sous-groupements tactiques interarmes, les SGTIA du bataillon multinational Aigle, ont débuté le 13 novembre, donc lundi, leur exercice de contrôle initial des standards OTAN sur le camp de Cinku. Et cette séquence s'appelle Eagle Fury, un exercice qui permet aux unités françaises, belges et luxembourgeoises de s'entraîner ensemble et donc de remplir les différents standards pour atteindre leur aptitude opérationnelle intégrée dans ce bataillon. L'objectif de ces séquences est de permettre de découvrir les procédures de tir et les façons de manœuvrer de toutes les composantes nationales du bataillon multinational de la mission Aigle qui renforce le flanc est en Roumanie. En Espagne, le 6 novembre exactement, l'exercice Bison Counter se tient à Carthagène. Et cet exercice interarmé multimilieu de lutte contre les IED, les engins explosifs improvisés, est financé par l'Agence européenne de défense, l'AED. Elle réunit 16 pays européens. C'est un exercice qui est organisé par la marine espagnole et qui, pour la France, mobilise un de nos détachements de plongeurs des mineurs, et donc la marine nationale, et aussi un détachement de génie de l'armée de terre, doté de capacités de fouilles opérationnelles spécialisées et cynophiles. Bison Counter a pour objectif l'entraînement et le développement de l'interopérabilité, toujours, des armées européennes dans le domaine de la lutte contre les IED dans les milieux terrestres et aquatiques et subaquatiques. Toujours, nous soulignons la volonté commune des pays européens de renforcer leurs capacités militaires au bénéfice de leur sécurité et des intérêts de l'UE, tels que décrits dans la boussole stratégique de l'Union européenne publiée en mars 2022. En Atlantique Nord, du 2 au 9 novembre, aux côtés des alliés anglais et américains, un E-3F AWACS de l'armée de l'air et de l'espace, 4 Rafales de l'armée de l'air aussi, ainsi que 6 Rafales de la marine nationale ont participé à l'exercice Atlantic Trident. Les procédures utilisées répondaient aux standards OTAN avec pour objectif d'améliorer la connaissance mutuelle et de favoriser des manœuvres interalliées des alliés régulièrement engagés ensemble dans des missions aériennes, terrestres ou navales sur le flanc est de l'Alliance. On bascule en Afrique, avec un point rapide sur le désengagement de nos forces déployées au Niger vers la France. Un désengagement qui se poursuit en coordination avec les militaires nigériens, en bon ordre et en sécurité. Comme l'avait annoncé le président de la République, les armées poursuivent cette mise en œuvre jusqu'à la fin de l'année 2023. À ce jour, il reste 350 militaires français sur la base aérienne de Niamey qui poursuivent les opérations logistiques de désengagement vers la France. Je vous rappelle que le détachement, le fret et les véhicules rentrent en France afin d'être réinsérés dans leur cycle de préparation opérationnelle. C'est le cas des moyens aériens dont il ne reste plus rien à Niamey.
Dans le golfe de Guinée, nous venons de parler du Mistral et de l'opération Corymbe. Il y avait aussi la frégate de surveillance Ventose qui, du 6 au 10 novembre, a fait escale à Dakar, au Sénégal. Elle a ensuite repris sa patrouille dans les zones économiques exclusives du Sénégal et du Cap-Vert avant de quitter le golfe de Guinée et d'entamer sa traversée transatlantique pour rejoindre son port-base de Fort-de-France en Martinique. Elle avait quitté ce port le 11 septembre dernier. Lors de ces 2 mois de déploiement dans la zone Corymbe, le Ventose a réalisé plusieurs opérations de lutte contre les narcotrafics que nous venons d'évoquer, des séquences de coopération avec des partenaires comme les exercices Grand African Nemo, ou encore une patrouille conjointe avec des bâtiments espagnols, indiens et italiens. Lors de sa patrouille dans le Golfe, le Ventose a contribué à la sécurisation des voies maritimes et à la lutte contre les trafics illicites. Le porte-hélicoptère amphibie Mistral, quant à lui, poursuit sa patrouille opérationnelle dans le cadre de cette mission Corymbe. Après sa participation à l'exercice amphibie des forces armées en Côte d'Ivoire, Sogo-Djégué, dont nous avons parlé la semaine dernière, une relâche opérationnelle à Dakar lui permet de se préparer à l'exercice amphibie annuel des forces sénégalaises qui s'appelle Xaritu 23 cette année. C'est un exercice qui se tient du 15 au 18 novembre au Sénégal, un exercice majeur réuni autour d'un scénario de projection de force depuis la mer des forces armées sénégalaises. Il y a évidemment le Mistral, des détachements embarqués de l'armée de terre, ainsi que des éléments français au Sénégal qui sont intégrés. Exercice annuel Xaritu 23 a pour objectif de permettre la planification et la conduite des opérations interarmées, tout ceci à partir d'un poste de commandement conjoint regroupant Sénégalais et Français, ainsi que l'engagement sur le terrain de forces de nos 2 pays, ce qui illustre un haut niveau de coopération entre les 2 partenaires. En Méditerranée orientale. Dans le contexte de tension actuelle, la France maintient son dispositif militaire en Méditerranée orientale. Le PHA Tonnerre poursuit son déploiement dans la zone avec la frégate multimission Alsace. Ce dispositif a été renforcé avec l'arrivée d'un avion de patrouille maritime Atlantique 2 déployé à la sud en Crète. Après une première relâche opérationnelle du 3 au 7 novembre à Chypre, le PHA Tonnerre et ses détachements ont rejoint l'Alsace pour conduire un exercice de lutte contre des menaces asymétriques en mer. Du 8 au 10 novembre, le Tonnerre et l'Alsace ont pris part à une manœuvre en coopération avec les forces armées chypriotes. L'objectif pour la task force française a été de maintenir les compétences en entraînant les composantes terrestres, maritimes et aériennes, tout en permettant aux 2 partenaires d'éprouver leur interopérabilité. Enfin, 3 vols d'Atlantique 2 ont été conduits cette semaine pour poursuivre l'appréciation autonome de situations régionales. Le PHA Tonnerre et la FREMM Alsace ont repris la mer pour garantir à la France cette appréciation autonome de situation et lui permettre d'être prête à faire face aux évolutions de la situation pour le moins volatile dans la zone. Toujours sur le même théâtre, mais à terre, dans le cadre de l'opération Daman, près de 700 militaires français et une compagnie d'infanterie finlandaise contribuent à la force intérimaire des Nations Unies au Liban en armant une partie de son état-major, dont nous avions là aussi parlé, et la Force Commander Reserve de l'opération. Cette unité de réserve et d'intervention de la FINUL réalise ses missions sur l'ensemble de la zone du Sud-Liban, en coopération avec les forces armées libanaises. Et cette semaine a été marquée par des actions notamment au profit de la population, avec récemment une séquence tournée vers l'éducation et des soins médicaux. Pour l'opération Chamal, engagée au sein de la coalition internationale contre Daesh depuis la base aérienne projetée au Levant, les Rafales de l'armée de l'air et de l'espace poursuivent leur mission au profit de cette opération Chamal, donc le volet français de la coalition Operation Inherent Resolve. Le 14 novembre, 4 Rafales C sont arrivés sur la BAP, la base aérienne projetée, pour assurer la relève des Rafales B qui étaient déployés depuis le 5 octobre. Ces Rafales B ont effectué plus de 100 missions opérationnelles, de jour comme de nuit, soit près de 500 heures de vol. Les avions de chasse réalisent quotidiennement des vols dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, de la défense et la surveillance de l'espace aérien, de la prise d'alerte
pour de l'appui-feu en fonction des besoins des troupes au sol et des missions de reconnaissance et d'appréciation de situation menées au Moyen-Orient au profit de la coalition. On termine par le territoire national et les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Du 13 au 17 novembre, l'exercice Manu se déroule et est centré sur la thématique d'assistance aux populations en cas de cyclone. C'est un exercice qui est organisé chaque année et qui permet la mise en situation des équipages de l'armée de l'air et de l'espace dans des conditions de sauvetage particulièrement difficiles. À cet effet, un A400M est actuellement déployé afin de renforcer les capacités de transport aérien des forces armées en Nouvelle-Calédonie. L'exercice Manu concourt ainsi à la mise en cohérence des différentes capacités des FANC avec les missions de secours aux populations du Pacifique Sud en cas de catastrophe naturelle majeure. Et en Guyane, pour terminer, le 11 novembre, un CASA de l'escadron de transport 68 anti-Guyane des forces armées en Guyane a acheminé plus de 4 tonnes de fret à Maripasoula. C'est une ville qui est frontalière avec le Suriname et qui connaît en ce moment d'importantes difficultés d'approvisionnement logistique en raison notamment du niveau exceptionnellement bas des eaux du fleuve Maroni et de l'incapacité des compagnies aériennes en charge des liaisons intérieures à rallier la ville. Ces denrées alimentaires ont été transportées sur demande de la préfecture de Guyane et le déploiement du CASA permet ainsi de pallier les difficultés d'approvisionnement logistique et donc de décloisonner Maripasoula et ses habitants. J'ai terminé pour ce rapide tour des opérations et je suis prêt à répondre à vos questions. S'il y en a. Oui. Attendez le micro. Et donc vous disiez qu'il restait du matériel technique, si je comprends bien, et 400 hommes. Vous pensez que le délai sera tenu d'ici la fin de l'année ? La manœuvre est cadrée par le président de la République jusqu'à la fin de l'année. Donc là, vous voyez, il reste un quart de ce qui était déployé il y a encore un mois. Avec les capacités de combat, qu'elles soient terrestres, sur les 2 postes avancés dans la zone des 3 frontières qui ont été réintégrés en France notamment, donc c'est-à-dire hommes et matériel, et puis les moyens aériens dont je viens de vous parler. Donc ce qui reste finalement à Niamey, c'est le substrat de la base aérienne projetée, qui doit continuer à fonctionner pour l'opération logistique, et notamment les rotations de voies aériennes qui emportent des containers ou du matériel résiduel. Et elle sert aussi de départ au convoi routier, pour le chargement des convois routiers, qui est le 2e mode de désengagement. Et tout ce qui est arrivé à N'Djamena, il est déjà rentré en France aussi ? Alors, il rentre progressivement. Oui, il y en a, il y a plus de 600 personnes déjà qui sont rentrées en France, et nombre de matériel. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais au gré des voies aériennes militaires aussi qui se posent à N'Djamena pour rentrer en France. Et sur la Méditerranée orientale, le Dixmude, il est censé partir quand ? Alors le Dixmude, il est préparé pour répondre à un besoin opérationnel et la rejoindre de la zone d'opération. Il n'y a pas de date arrêtée à ce stade. Il est préparé pour rejoindre sa zone. Nous allons passer donc à la présentation du musée de la Marine avec monsieur le commissaire général. Et je tiens tout particulièrement à vous remercier de nous offrir l'opportunité justement de visiter en avant-première ce musée. Une visite est prévue à l'issue, mais avant, si vous pouvez nous faire une présentation un peu de votre beau musée. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Et merci beaucoup à la DICODE de venir en avant-première, pas seulement au musée, mais aussi dans cet auditorium. Je vais vous raconter petit à petit comment il a été créé. Je vais aller assez vite quand même, parce que c'est là quand même la visite qui va parler. Mais il est fait pour ça. Et merci au SGA, merci à vous, Florence, merci Olivia d'y avoir pensé. Et je suis d'autant plus heureux que je suis un ancien de la DICODE, de la naissance de la DICODE, 98-99. Je retrouve certains d'entre vous, journalistes, qui étaient là à l'époque quand on était en pleine guerre du Kosovo, et qu'on faisait des points de presse quotidiens à l'époque. Voilà, il y avait Jean-François Bureau, on faisait des grands points presse. Voilà, donc beaucoup de plaisir à vous recevoir, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est bien sûr l'ouverture
enfin c'est demain, pardon, l'ouverture au public du musée. Et ce musée qui est, pourquoi on est là d'ailleurs? Justement parce que le ministère des Armées a largement investi dans ce musée de nouvelle génération. Donc je vous raconte en quelques mots l'historique parce que c'est important, puisque on est vraiment interne au ministère. Monsieur Jean-Yves Le Drian, quand il était ministre de la Défense en 2015, a, au vu d'un rapport de Bénédicte Donnelly et d'Éric Orsena, c'est important, il y avait aussi Emmanuel de Fontaineux, là je vois qui prenait note, qui est le directeur de la Corderie Royale à Rochefort. Le ministre leur avait demandé qu'est-ce qu'on fait du musée, ce musée qui était plus tout à fait aux normes, ni aux normes sécurité incendie, ni aux normes handicap. Ce musée qui voyait sa fréquentation baisser. On était à l'époque à un peu moins de 100 000 visiteurs, mais en baisse constante. Ce musée qui avait une présentation toujours aussi plaisante pour certains, pour beaucoup de monde. D'ailleurs, tout le monde aimait bien le musée de la Marine. Mais c'était un peu vieillissant dans la présentation des collections, donc la scénographie était un peu ancienne. Et puis surtout, c'est le ministre, c'est là qu'on voit les ministres, ils voyaient que tout change. C'était l'époque où déjà les enjeux maritimes commençaient à exploser. Aujourd'hui, on a un monde totalement maritimisé. La présentation qui a été faite tout à l'heure sur la lutte contre les stupéfiants, et même dans l'actualité, ça m'a fait plaisir de voir l'actualité opérationnelle des armées. Donc ce monde est de plus en plus maritime, et pas seulement sur les questions militaires ou sur les questions de l'État en mer, mais sur les questions d'environnement, sur les questions de géopolitique. Je pense qu'on en parle ici régulièrement. On l'a vu aussi tout à l'heure dans le déploiement des bateaux dans la Méditerranée Est, mais aussi les questions scientifiques. Et puis les questions économiques. Voilà, on parlait aussi tout à l'heure de sécurisation des routes maritimes. En fait, ça m'avait très plaisir d'entendre ce point presse, parce que je me suis dit, voilà, ce musée qui est totalement transformé aujourd'hui, qui n'est plus un musée d'histoire, mais qui passe plutôt à un musée de société, pour parler bien sûr du passé, parce que la France était un grand pays maritime, vous l'avez dit, Madame la directrice, mais la marine est une grande puissance navale qui compte dans le monde, et toutes les questions qui intéressent la mer aujourd'hui et demain sont aujourd'hui traitées au musée de la Marine, et c'est pour ça que ça commence aussi bien avec ce point presse, et j'en suis vraiment très heureux. Et donc toute l'idée du rapport et du ministre qu'il a complètement endossé, c'est de faire de ce musée donc d'histoire né sous Louis XV, 1748, d'un musée d'avenir centré sur les enjeux, les préoccupations aujourd'hui et demain, et encore une fois sur la base du passé. Alors c'était pas une aventure très simple. Faire un musée d'avenir avec un musée d'histoire, c'était pas si évident que ça. Et on a défini quelques principes de fonctionnement et de construction de ce musée avec les architectes et avec les scénographes, de faire une dialectique, mais en fait c'est une dynamique passé, présent, avenir. Et on a conçu une phrase qui nous a permis de sélectionner toutes les œuvres qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est que le passé donne sa profondeur au présent et le présent éclaire l'avenir. Voilà. J'ai dit hier soir, il y avait une soirée d'ouverture du musée. Voilà, il n'y a pas d'avenir sans passé. C'est bien comme ça que ça fonctionne. Et toute l'idée a été de réorganiser le musée pour justement parler d'aujourd'hui et de demain, alors qu'on n'a pas forcément les œuvres qui correspondent à ces enjeux. J'ai parlé un peu des enjeux tout à l'heure. Au temps de Louis XV, on ne s'intéressait pas spécialement à la fonte des glaces ou à la pollution plastique ou à la pollution de nos côtes. Voilà, il y avait d'autres préoccupations évidemment à l'époque. Le musée évidemment a acquis des objets correspondant à l'époque, et on va les voir parce qu'elles ont toutes été restaurées. Et le défi était justement de se dire comment on fait pour parler d'aujourd'hui. Et ben voilà, vous en avez la preuve aujourd'hui. Les enjeux d'aujourd'hui, en tout cas dans cette sphère géostratégique et militaire, sont exposés ici. Et on va le faire comme ça avec tous les enjeux, puisqu'on va créer un collège de la mer qui va proposer aux visiteurs un certain nombre de conférences sur tous les sujets d'aujourd'hui et de demain. Il y a un autre espace qui est important, qui est totalement nouveau dans un musée, qui fait de ce musée un musée de nouvelle génération.
c'est un espace d'actualité. Ça, c'est des restes qui existent depuis que j'ai commandé le Serpa Marine, et que je suis passé aussi par la DICODE. C'est comment faire pour parler d'actualité. C'est pas si simple, on le fait aujourd'hui. Et donc, il y a un espace qu'on vous montrera qui est tout à fait adapté à ça, où on aura tous les moyens de communication, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, et de liaison. Et on pourra parler demain avec un bateau de la marine qui part en mission. On pourra parler avec Jean-Louis Etienne quand il sera dans le pôle sud. On pourra parler avec Tara quand il sera dans le pôle nord, ou avec les voiliers qui font la course du monde pour le prochain Vendée Globe en 2024. Et donc, il y a dans le musée d'aujourd'hui, que vous allez voir tout à l'heure, toute une partie, donc parcours permanent sur la base des œuvres que nous avons, dont certaines parlent des enjeux, mais pas toutes, vous l'avez compris. Cet espace d'actualité qu'on va vous montrer, cet auditorium qui est en même temps un espace événementiel, puisque tous les sièges sur lesquels vous êtes assis se rentrent et qui font ce grand espace-là où on peut tout faire. Ça peut être un PC course à la voile, ça peut être une démonstration, ça peut être aussi un défilé de mode, enfin on peut tout imaginer. Transmettre un message que la mer est l'avenir de l'humanité, c'est de la communication et c'est aussi un message, et vous êtes tous des spécialistes de la communication. Il y a aussi un espace d'exposition temporaire qu'on ne pourra pas vous montrer sauf de loin parce qu'on est en train d'installer la première d'ailleurs exposition qui ouvrira le 13 décembre dans le titre, vous me le rappelez, Objectif mer, l'objectif mer, l'océan filmé. Voilà. On l'a voulu assez décalé par rapport à l'ouverture pour ne pas faire deux événements de même niveau. Ensuite, après cette exposition, on va rentrer dans un cycle qui s'appelle la Planète Bleue et qui va être au niveau de l'ambition de ce nouveau musée de la Marine sur lequel, encore une fois, c'est le ministère des Armées qui a financé. Je pense que j'aurai une question sur le niveau de budget tout à l'heure, mais j'ai évidemment la réponse. Et la Planète Bleue, ça va être la connaissance de notre planète. 70% de la surface du globe est maritime. Et donc, pour arriver à sensibiliser, à séduire, à convaincre tous nos visiteurs, puisqu'on va s'adresser à tous les publics, eh bien, on a voulu faire connaissance de la planète. Donc on va commencer par faire le tour de la planète avec une exposition pendant le Vendée Globe de 2024 dont nous sommes partenaires. On est même fournisseurs, ça s'arrête. On est même fournisseurs du Vendée Globe 2024. Ensuite, pendant l'année des océans, on va voir Sous la mer avec une exposition qui s'appellera À la conquête des profondeurs. Tous les enjeux aujourd'hui sont concentrés sur justement le fond des mers et même la colonne d'eau. Ensuite, on va passer par les pôles, le pôle Nord et le pôle Sud, avec des histoires tout à fait extraordinaires et qui concentrent tous les enjeux d'aujourd'hui, qu'ils soient économiques, scientifiques, environnementaux et géostratégiques, évidemment. Le pôle Nord et le pôle Sud ayant eux-mêmes deux histoires très différentes avec des enjeux très différents. Et puis on terminera ce cycle Planète Bleue par l'océan mondial, parce que finalement, tous ces océans, en fait, il n'y en a qu'un, et on mettra les enjeux à ce niveau-là. Pour aller vite, parce que je crois que j'avais 10 minutes, ce qui est important, c'est qu'on doit parler à tous les publics, et on a recherché tout le monde. C'est pas seulement les passionnés, mais c'est aussi les gens, les personnes qui ne sont pas habituées à venir au musée. Et il y a beaucoup de gens qui, pour eux, le musée, c'est une barrière, et on a une scénographie, justement, qui est adaptée à tous ces gens-là pour qu'ils ne soient pas impressionnés par un musée, en plus un musée national, mais parler à tout le monde. Et on est aussi on a beaucoup travaillé sur les normes handicap. Et on a aujourd'hui des normes, on dit que le musée est adapté pour tous les handicaps. Et on vous montrera ça pendant la visite. Voilà. Une architecture, vous allez la voir fait par un cabinet français et norvégien, cabinet H2O français et norvégien, qui s'appelle Snohetta, qui a voulu leur donner la majesté à ce musée. Pour ceux qui le connaissent, vous verrez les différences, alors que ça n'a pas changé de dimension. On a redonné cette majesté de la lumière et de cette puissance. Et le scénographe est britannique. Ça, c'est le propre des concours internationaux où, voilà, ils sont... on ne connaît pas les noms des candidats. Et quand on a ouvert, voilà, on avait un Britannique, mais pas n'importe lequel. Il s'appelle Casselman. Casselman d'abord travaillait beaucoup en France et c'était surtout le scénographe de musée maritime britannique à Greenwich, pour ceux qui connaissent. Donc c'était un peu le must. Maintenant, le must, le grand musée,
le plus beau du monde. Maintenant, c'est le nôtre et j'espère que vous allez le constater tout à l'heure. Et juste, je vous donne rendez-vous au prochain point presse qui sera à Ballard le 23 novembre.